Silence dans la salle, s'il vous plaît, on va commencer. Merci. Bonjour. Ma présentation d'aujourd'hui, nous allons essayer de présenter les aspects cliniques et les modifications qui ont été introduites pour la modalité radiochirurgie stéréotaxique et radiothérapie fractionnée stéréotaxique, à la lumière des plus récentes recommandations qui ont commencé à être harmonisées à partir de 2017 avec l'apparition du rapport 91 de l'ICRU spécifique à la stéréotaxie, et aussi certaines recommandations de la l'Association américaine de physique médicale concernant surtout les aspects dosimétriques et d'assurance qualité. Il y a eu aussi en 2018 l'apparition du nouveau protocole dosimétrique pour les petits champs, comme la stéréotaxie est entièrement basée sur les petits champs, donc ça a induit des changements. Et la radiochirurgie ou la radiothérapie stéréotaxique peut être déclinée sous différentes plateformes. L'une des plateformes qui représente un intérêt pour la majorité des pays émergents, là où la radiothérapie est en train de progresser, c'est la radiothérapie ou la radiochirurgie basée sur l'utilisation d'un accélérateur linéaire auquel on rajoute certains accessoires pour être en conformité avec les recommandations de la stéréotaxie. Au départ, la stéréotaxie est un concept géométrique basé sur un espace à 6 degrés de liberté. Donc, pour envisager de faire cette radiochirurgie ou cette radiothérapie stéréotaxique, il faut que le patient, l'appareil de traitement et tout le référentiel soient dans un référentiel à 6 degrés de liberté. Et on distingue la radiochirurgie qui est exclusivement, le terme radiochirurgie est exclusivement dédié à cette radiothérapie stéréotaxique avec une seule fraction. Il y a la radiothérapie stéréotaxique qui est aussi en hypofractionnement, qui utilise 3, 5, 7 ou 10 fractions. Et il y a la radiothérapie stéréotaxique fractionnée qui utilise un schéma de fractionnement normal comme la radiothérapie conventionnelle. Donc, les principales caractéristiques de la radiothérapie stéréotaxique, c'est une géométrie millimétrique, des marges faibles pour le contourage. La prescription est basée sur de fortes doses, donc l'introduction des nouveaux concepts de l'isodose d'enveloppe, donc de très fortes doses pour des volumes très petits. Et aussi la dosimétrie des petits faisceaux où les règles conventionnelles ou les lois conventionnelles de la dosimétrie des grands champs sont violées et il faut une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie et une nouvelle instrumentation. Et les changements qu'il y a eu avec l'apparition de l'ICRU 91 dédié à la stéréotaxie ont concerné la prescription et le reporting en termes de prescription de doses, volume à définir. Et cette histoire d'harmonisation des concepts de prescription et des volumes a commencé avec la publication du rapport 50 de l'ICRU, avec l'apparition de la radiothérapie conformationnelle, qui a été amendé par le rapport 62, l'apparition de l'IMRT et sa généralisation a aussi induit des changements en termes de pratiques cliniques. Donc,
c'est l'ICRE 83 qui a pris en charge ça, et à la fin, avec le développement de plusieurs plateformes et le borderline qui devenait minime entre radiothérapie conventionnelle et inclure la modulation et la stéréotaxie, qui est une approche différente, a conduit à la publication du rapport 91. Ce rapport 91 a balayé tous les aspects cliniques, dosimétriques et physiques relatifs à la radiothérapie stéréotaxique dans ses différentes versions, one-shot, hypofractionnée et non-fractionnée. Et la première variation ou le premier changement de paradigme a concerné les volumes, la définition des volumes. Donc, l'ICRE 50, quand il a défini les volumes, avec le PTP, CTP, GTP, le 62 a introduit la notion de l'ITP pour essayer de couvrir la marge de mouvement de certaines tumeurs. Et la même chose a été concernée avec le 83 qui a introduit la notion de PRV et de RVR. Et en matière de nouveauté, pour le 91, il n'y a pas eu une révolution des volumes. Mais il y a eu des recommandations quant à l'imagerie à utiliser pour le GTB et des recommandations en ce qui concerne les marges, où la notion de CTB était devenue un peu farfelue par rapport à ce qui était connu auparavant. Surtout que la stéréotaxie concernait aussi les tumeurs bénignes. Et les tumeurs bénignes, parfois, on n'a même pas de prendre de marge du GTB, on passe carrément au PTB. Donc, il y avait des recommandations pour cette transition avec la modalité d'imagerie adéquate. Parce que même en ce qui concerne l'utilisation d'autres modalités que le CT, il y avait des recommandations sur les séquences, sur l'épaisseur de coupe, sur le plan d'acquisition et généralement le nombre de séquences nécessaires en imagerie par résonance magnétique. Et le deuxième point aussi qui a été balancé, c'est la prescription. On avait l'habitude, avec la radiothérapie conventionnelle, de prescrire la dose en un point qui est le point de référence ICRE. Cette définition a été un peu ébranlée avec l'introduction de l'IMRT, où la notion de dose en point était mise à mal parce que c'était devenu une radiothérapie volumétrique. Et au lieu de parler d'une dose en un point, on parlait de dose-volume, du concept dose-volume. Et ce concept a évolué aussi en stéréotaxie. On ne parle plus de dose-volume, mais on parle de dose ou d'isodose enveloppe. On doit avoir une isodose enveloppe qui englobe, et ça c'est la recommandation de l'ICRE, on ne parle plus en termes de dose minimale, dose médiane ou dose, la D2%, la D98%, mais de l'enveloppe isodose. Et là, ce qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a plus de restrictions sur les points chauds. Dans le nouveau concept de cette définition, en stéréotaxie, on peut avoir des points chauds au niveau du PTB qui peuvent dépasser les 160. Parfois, on arrive même à des points chauds de 200%. Et ça ne pose aucun problème pour le contrôle vocal en termes de volume et en termes de gradient de dose. Parce que le deuxième point, c'est le gradient de dose, qui est devenu un paramètre d'évaluation très important, car il définit la décroissance de la dose en dehors du PTB, et des études cliniques ont montré la relation de cet indice de gradient de dose avec les toxicités à long terme et aussi les récidives. Et dans tout cela, à partir du moment où on commence cette approche, un point est devenu plus important qu'avant. C'est l'isocentre. Parce que les recommandations sur la précision géométrique, c'est que on est descendu à 5 mm. L'isocentre doit être dans une enveloppe de 1 mm. Ni 1.4, ni 1.7, c'est 1 mm. Et la vérification de cet isocentre a évolué. Au lieu de faire les vérifications classiques qu'on avait l'habitude en contrôle de qualité, on est passé au test le plus précis et le plus coûteux en termes de temps, c'est le test Winston-Lutz qui est basé sur l'imagerie d'une bille de dimension de 1 mm de diamètre et
qui doit être contenu en fonction du champ d'irradiation avec une précision inférieure à 0,5. Parce que là, les niveaux de gradient de dose dépassent les 80%. Donc, une erreur de 1 mm peut compromettre l'outcome de la thérapie. Et le deuxième autre point, c'est la dosimétrie. Et là, avant, on avait informalisé une dosimétrie qui était valable pour les grands champs, mais avec l'émergence des techniques basées sur les petits champs, IMRT, BIMAT et particulièrement SRS, on s'est intéressé de près à la physique. Est-ce qu'elle était valable? Et là, on s'est rendu compte que les propriétés intrinsèques même du faisceau pouvaient changer. En petit champ, on pouvait avoir la variation de l'indice de qualité. Si on a un 6MP, en grand champ, il a un comportement, mais en petit champ, il va se comporter comme si c'était un 8 ou un 4. Ça dépend de la variation, il y a le changement de spectre et aussi le choix du dosimètre pour l'acquisition des données dosimétriques qui vont servir à la modélisation dans le processus de conditioning. Et tout ceci a été mis à jour avec le nouveau protocole dosimétrique des petits champs. Et les récentes recommandations de l'Association américaine de physique médicale elle a insisté sur deux aspects, l'imagerie de positionnement et le contrôle de qualité ou l'assurance qualité pré-traitement. Il doit être personnalisé et systématique. On ne peut pas faire un traitement hypofractionné ou one-shot si on ne fait pas au moins par deux moyens redondants une assurance qualité de la distribution de doses et calcul. Alors, quelle a été notre expérience? Là, je vais présenter l'expérience depuis le démarrage du premier traitement de stéréotaxie en avril 2018. Et depuis cette date-là, jusqu'au mois de juin, nous avons traité 390 patients avec différentes localisations, bénignes et malignes. Le bénin est prédominant. Et dans ces traitements, là, on voit aussi que au démarrage, par prudence, on faisait des traitements beaucoup plus de traitements normofractionnés. Et par la suite, quand il y a eu la maîtrise et aussi le renforcement du contrôle de qualité, surtout de l'imagerie, parce qu'il y avait des problèmes inhérents, il y a des problèmes inhérents avec l'IRM. L'IRM, qui est une modalité primordiale, si on ne vérifie pas, il y a un paramètre qui est la distorsion géométrique. Surtout avec l'utilisation des IRM à haut champ, 1.5, 3 Tesla et au-delà. Et là, si on ne prend pas les précautions nécessaires, on risque d'avoir de fausses informations sur la géométrie du patient. Et comme on était en train d'avancer, là, on est à presque 50-50 entre le normofractionné et l'hypofractionné. Et ça, c'est un peu le workflow. Le patient passe par différentes étapes. L'une des étapes les plus importantes, c'est l'acquisition de l'image IRM qui doit être faite un jour précédent le début de la simulation, et aussi le nombre de coupes, tout ça est important. Le reste, c'est un peu du classique par rapport à la radiothérapie. La plateforme technologique, c'est un variant qui est un accélérateur linéaire de type IX23, auquel on a rajouté le dispositif BrainLab et Xantrac, constitué d'une table robotique à 6 degrés de liberté et d'un système de positionnement stéréoscopique RX, KV, indépendant de la machine. Pourquoi? Parce que généralement, 90% des traitements stéréotaxiques sont en position non compagnaire. Et le positionnement du patient requiert une importance capitale. On aurait pu nous baser sur l'imagerie embarquée au BIAL, mais là, pour la correction des positions de table, on aurait été obligé de ramener toujours la table à la position 0. Et là, ce n'est pas très rigoureux pour la correction. Donc, l'immobilisation, c'est des masques thermoplastiques dédiés à la stéréotaxie avec 2 modules. Les coupes CT entre 0,6 et 1,25 mm avec son contraste. Des coupes IRM de 1 mm avec l'aluminium, avec
plusieurs séquences sur l'IRM 3 Tesla. Et les modules de recalage et de fusion d'images, c'est pour ça qu'on insiste. On a un protocole spécial pour la stéréotaxie pour l'acquisition des images IRM pour minimiser les erreurs dues au recalage et à la fusion. Le patient doit être imagé en position de traitement. Et généralement, la majorité des traitements se fait avec des faisceaux non complémentaires. La vérification pré-traitement est faite soit par dosimétrie portale, soit par vérification sur fantôme, soit par Fabius KT, et parfois on pousse même à la dose ponctuelle. Et là, avant de valider une méthode, la majorité des patients ont été vérifiés par 2 ou 3 méthodes jusqu'à ce qu'on trouve des corrélations entre les différentes méthodes. Et le plus important, c'est le guidage d'image pour le repositionnement du patient. Imaginez que vous utilisez dans une balistique 7 faisceaux non coplanaires. Ça peut être, s'il n'y a pas une vérification du repositionnement, ça peut être fatal pour l'issue du traitement. Ça, c'est un peu un tableau récapitulatif des shifts pour un certain nombre de patients. Et là, vous voyez un peu la répartition de l'acquisition d'images de contrôle ou de correction et de vérification. C'est en fonction de la cotation de table. Et là, d'où l'intérêt d'avoir un système d'imagerie indépendant de la machine et qui vous permet de faire un repositionnement en position de traitement. Ne pas ramener la table à la position 0, faire le shift et puis refaire la rotation. Et la vérification aussi par la dosimétrie portale, qui est d'un apport extraordinaire, mais là aussi, une étude nous a permis un peu de tirer l'attention, parce que les recommandations générales pour l'indice gamma, combinaison dosimétrique, 3%, 3 mm. Ça, 3%, 3 mm sur des volumes concernés par la stéréotaxie, ça peut ne pas être le meilleur choix. Et c'est pour ça que nous avons poussé notre étude en faisant varier la combinaison des éléments pour voir que 3%, 2 mm, tel que le recommandent certains organismes, est plus adéquat. Et on est même en train de voir la possibilité 3%, 1 mm. Mais là, il faut revoir les taux de passage qui ne peuvent pas être continuellement mis à 95%. Les deux principales innovations qu'on a introduites dans notre processus, basées sur l'utilisation d'une plateforme de calcul dédiée, déclinée par Brelab, qui s'appelle Brelab Elements. Et les deux nouveautés, c'est un algorithme 4UI, d'optimisation 4UI, qui permet une meilleure optimisation que les algorithmes conventionnels, et un algorithme automatisé pour le traitement simultané de plusieurs métastases cérébrales en même temps. Ça, c'est le workflow qui est basé très lié à l'imagerie. Et la planification, dans un premier temps, parce qu'on pouvait faire de la stéréotaxie, on peut toujours faire, et on continue à le faire pour certains cas, une planification conventionnelle avec des faisceaux coplanaires en modulation volumétrique. Et nous avons entrepris une comparaison, surtout pour les méta cérébrales multiples, parce que certains algorithmes d'optimisation VMAT permettent d'utiliser le même arc ou les mêmes arcs pour un nombre supérieur à 1 de cibles. Et nous avons entrepris une comparaison entre le VMAT d'Eclipse, le rapide arc, et l'algorithme dédié pour le traitement des métastases multiples. Donc, une planification classique avec le VMAT rapide arc, avec le TPS Eclipse en utilisant l'algorithme Aperos. Et pour Brelab, nous avons utilisé une technique conformationnelle dynamique où la conformation s'adapte à la géométrie de la tumeur chaque 10 degrés dans des arcs non coplanaires. La vérification elle a été faite sur Phantom, sur Phantom Octavius, avec différents critères spatiaux
spatiale et dosimétrique. Et là, on voit dans les trois plans, on a fait varier les critères d'acceptance, 3 mm, 3%, 3, et on remarque constamment une supériorité de l'algorithme dédié, le MBM de GrainLab, par rapport à la technique conventionnelle basée sur 3 minutes. D'accord. Bon, là aussi, bon, je vais aller directement. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'au niveau de la dose moyenne, au niveau des organes à risque, les deux approches étaient comparables. Pour le volume sain du cerveau qui reçoit une dose significative, que ce soit la B5, la B12 ou la B10, on a noté une supériorité de l'algorithme dédié par rapport à la technique, parce qu'il utilise des arcs non coplanaires, par rapport à la technique des arcs coplanaires du VMAT. Pour le volume qui reçoit 50% de la dose prescrite, on a aussi trouvé la supériorité de l'algorithme dédié. Pour les indices, la couverture, on a trouvé que c'est comparable. La conformité, elle est meilleure pour le VMAT parce que la modulation d'intensité, elle a été introduite pour améliorer la conformité. Pour l'homogénéité qui n'a pas une grande importance en stéréotaxie, elles sont comparables. Le gradient de dose, qui est le paramètre le plus important en stéréotaxie, mais le résultat pour l'arc dynamique et la préservation des organes à risque sain était comparable aussi. Alors, le deuxième algorithme qui a aussi introduit des changements dans notre pratique, c'est l'algorithme pour les cibles uniques, qui est le cranial SRS 4P, qui prend en charge une meilleure optimisation, évite les collisions de table, permet d'ajuster les rotations de table les plus adaptées pour une meilleure dose, et aussi il est basé sur la trajectoire de l'arc. Il peut raccourcir ou rallonger l'arc. Bon, ça c'est le principe de fonctionnement du 4Pi. Alors, on a étudié comme il y a différents paramètres à faire varier pour l'optimisation. On s'est dit quelle est l'approche optimale pour choisir les meilleurs paramètres pour avoir l'optimisation la plus adéquate pour chaque cas. Et on a étudié l'influence des paramètres d'optimisation qui sont la modulation, la prioritisation de l'épargne des tissus sains et par rapport à la cible ou l'inverse, et aussi l'overlap quand vous avez une cible très proche d'un organe à risque. Et on a vu l'influence de la conformité, plutôt des paramètres d'optimisation sur la conformité, elle est au cas par cas. Et on voit qu'on a une certaine tendance pour certains patients à cause soit de la proximité de la cible par rapport à un organe à risque qui est généralement le tronc cérébral, c'est un peu l'organe à risque le plus important en stéréotaxie, et aussi par rapport au petit volume de la tumeur. Et le deuxième point auquel on s'est intéressé, c'est l'influence des paramètres d'optimisation sur l'indice de gradient. L'indice de gradient qui joue un rôle vital dans l'évaluation d'un plan de traitement en stéréotaxie. Et là, on a vu qu'il y a une corrélation entre cet indice et l'épargne. Si on veut favoriser l'épargne, on va évoluer vers un indice qui se rapproche de la valeur idéale qui est de 3. Et comme ça, on a une meilleure visibilité parce que chaque cas est un cas, une meilleure visibilité par cette quantification, comment aborder l'optimisation. La couverture, elle n'est pas très, du moment qu'on choisit le nombre d'arcs adéquat, c'est un peu une vérité de la balise que la conformité augmente le nombre d'unités moniteurs.
Et puis, on a essayé de faire des corrélations entre la variation de l'indice du gradient et les valeurs de la V12 et de la V10. Et on a constaté plus la valeur de l'indice du gradient se rapproche de la valeur idéale de 3, et mieux le cerveau, la partie saine du cerveau est mieux épargnée. Ça c'est important, surtout dans le cas du traitement des métastases, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une réirradiation, donc la marge de manœuvre, mais aussi la nécrose de la partie saine et l'affection aussi de la qualité cognitive du cerveau. Donc, ça a été un peu notre expérience. Ça a démontré que la modulation n'est pas primordiale, elle peut apporter un plus, mais n'est pas primordiale. L'imagerie de positionnement est très importante, surtout en position de traitement, et qu'il faut, pour avancer, sortir des sentiers battus. Je vous remercie. Merci.